Et donc, le point, comme on dit, qu'il essayait de faire, c'était que le kitsch était chiffré au sens où on ne savait pas bien non seulement ce que c'était, mais quelle valeur lui attribuer, une fois qu'on essayait d'aller un peu plus loin de l'idée que c'est, comme le disait Broch, le mal dans le système des arts, enfin, que c'est une antithèse absolue de l'art, que c'est en termes moraux qu'il faut penser son existence, et que donc le kitsch serait tout sauf un chiffre ou un secret, ça serait l'évidence de ce qui n'est pas de l'art. Et déjà à l'époque, donc, la formule du chiffre et le fait de le chercher, ce chiffre, dans une œuvre qui a priori passait pour être l'antithèse du kitsch, donc me posait une question. Et je dois dire qu'en reprenant le dossier, comme on dit, en relisant certains textes, en reprenant les éléments de ce que j'avais écrit rien que pour vous le raconter, je me suis retrouvé pas exactement au même point, mais face à la même perplexité sur qu'est-ce que le kitsch. Est-ce que cette catégorie a une portée descriptive, par exemple, en musique et de manière plus générale? Est-ce que le fait de désigner telle ou telle musique, comme tu viens de le faire, si je peux me permettre, comme kitsch, nous emmène dans une démarche descriptive, ou est-ce que ce mépris du kitsch que l'on peut tenir comme l'un des traits les plus constants du discours sur le kitsch, est-ce que ce côté d'une évaluation négative est consubstantiel? Et si oui, pourquoi et comment ça s'est déployé historiquement? Voilà, j'ai commencé par évoquer le côté sentimental, puisque je pense que si on regarde l'histoire du concept, il y a trois domaines dans lesquels la question de qu'est-ce que le kitsch est posée. Je dirais le premier domaine, c'est la question du sentiment, de l'excès de sentiment supposé, du sentimental comme excès du sentiment. Donc c'est un registre de l'intériorité, de la vie émotionnelle de tout un chacun. Donc ça, c'est un élément qui revient assez souvent. Le deuxième, c'est la question de la fausseté du kitsch. Le kitsch serait faux face à la vérité de l'art. Donc il y a cette question de la vérité que tu connais si bien, Pascal. Et le troisième registre, je pense que c'est celui de la standardisation de l'expérience esthétique, qui est liée et à la question du sentiment et du sentimental d'une part, et à la question du faux de l'autre, mais qui relève d'une approche plus sociologique sur les conditions de production d'objets désignés par qui, justement, comme kitsch. Donc avant d'aller vers des questions plus générales que je réserve plutôt pour la fin, donc je vais vous raconter un peu de quoi il retourne dans ce livre. Et là, toujours dans cette démarche sentimentale, je vais me faire plaisir en vous lisant quelques petites phrases quand même de ce que j'avais essayé de dire à l'époque. Donc, c'est une première citation de mon petit livre de 94. Mon texte fait lui aussi partie du devenir kitsch de la suite lyrique. Ce n'est pas que j'aime spécialement le kitsch, ou qu'au contraire, je tente de prévenir que son signalement ne me retombe sur la tête, c'est qu'il est le lieu d'un secret. En ce moment de crise des avant-gardes, je rappelle entre parenthèses, on était donc dans les années 90, cette culture a du mal à cerner le chiffre du kitsch, et moi aussi. Il est cependant possible d'analyser certains lieux stratégiques de formation du kitsch. J'ai tenté donc de faire ici l'histoire d'un paratexte, entendu au sens large comme l'ensemble des discours concernant une œuvre musicale. Et je vais tout de suite rajouter une deuxième citation et ça sera fini avec ce côté rétro-biographique. Parce que c'est un peu ce que je soumets à la discussion. Donc, ça sera plus clair dans un moment lorsque j'expliquerai un peu en quoi consiste l'histoire de cette œuvre à la suite lyrique. Mais enfin, l'autre proposition que je partage, c'est la découverte du programme secret de la suite lyrique a donné lieu à l'application de discours anciens à un objet nouveau. Cette œuvre musicale qu'elle a contribué à figer dans des catégories incapables de rendre compte de sa spécificité. De cette manière, la suite lyrique a pu être interprétée par la doxa musicale. Ce n'est donc pas la suite lyrique qui devient kitsch, mais ce que l'on peut en dire. C'est comment on peut la faire parler qui devient kitsch.
Voilà ce que j'essayais de cerner il y a donc quelques années. Et c'est un peu en réfléchissant à cette démarche qui était la mienne à cette époque que j'ai eu l'idée de te proposer, de proposer pour cette séance le titre pour une approche écologique de la question du kitsch. Alors, pour résumer, ce que je veux dire avec cette idée d'une approche écologique, c'est un peu en écho à ce que je viens de dire, c'est comment on peut la faire parler. Ça consiste à prendre les œuvres d'art, en l'occurrence la suite lyrique, comme une affordance ou comme une série d'affordances pour un certain type de propos, de discours, de commentaires critiques. Et donc l'idée, c'est de concevoir cette œuvre et les œuvres en général comme des affordances de certains types d'expériences, d'écoute en l'occurrence, quand il s'agit de musique, qui donnent lieu à des formes de commentaires. Le kitsch résiderait, et je parle bien au conditionnel parce que je ne dirais pas exactement la même chose aujourd'hui, mais dans cet esprit, le kitsch résiderait dans cette production discursive qui, de l'ensemble des propriétés sensibles de l'œuvre, retiendrait celles qui sont les plus à même, les plus efficaces pour être des affordances pour un discours kitsch, au sens ici surtout d'un discours sentimental, d'un discours qui fait de la musique un véhicule métaphysique des sentiments, ce qui est un peu le résumé du résumé de l'esthétique musicale romantique. Donc mon propos dans cette recherche, c'était de dire la suite lyrique peut donner lieu à des discours kitsch, à des appréciations comme kitsch, en l'occurrence comme cette saturation, cet excès sentimental que l'on associe au kitsch, sous certaines conditions environnementales, dans certains contextes, par certains auteurs et avec un certain vocabulaire. Voilà la proposition la plus générale pour ce que j'appelle cette approche écologique. Donc, je réserve le temps de revenir sur ces questions générales. Et pour l'instant, je me concentre sur pourquoi il m'a semblé que la suite lyrique pouvait être l'objet d'une recherche comme celle-là. Alors, en réalité, bon, c'était plutôt l'inverse. C'était l'intérêt pour l'histoire de la suite lyrique qui m'a fait venir à la question du kitsch. Mais là, c'est une démarche de rétrospective par rapport à ça. Alors, ce que je vais vous proposer je ne suis pas sûr que tout le monde ait la suite lyrique par cœur dans la tête, donc si tout va bien, je vais vous partager un fichier. Je vous recommande vivement, si ça vous intéresse, de passer après le temps qu'il faut pour entendre l'œuvre entière. Si vous avez pu suivre le début, ça vous donne au moins une ambiance de style. Donc, c'est bien une œuvre de l'école de Vienne, composée par Berg en 1925, créée en 1927 et partiellement dodécaphonique, d'après la leçon de Arnold Schoenberg, maître donc de Alban Berg et d'autres membres de la fameuse seconde école de Vienne. Alors, c'est une œuvre en 6 mouvements, magnifique. Enfin, il y a quand même ce côté fan qu'on peut partager. C'est une œuvre extraordinaire de mon point de vue et de celui de plein d'autres. C'est aussi une musique qui, jusqu'en 1977, passait pour être une œuvre, comme tu l'as rappelé,
Pascal, de musique pure. Enfin, un quatuor à cordes, c'est le genre musical le plus classique qui soit, depuis Beethoven et Mozart et Haydn. C'est donc la musique comme jeu de forme, comme jeu de temporalité, comme jeu de registre. C'est plein de choses encore. Ce n'est pas le véhicule d'un récit, a priori, et ce n'est pas forcément, même si là ça devient plus compliqué, l'expression d'une subjectivité. C'est une production sonore, c'est une musique qui est a priori conçue pour un univers fait de formes. Hein. Je résume un peu tout ce qu'on peut mettre dans l'histoire des conceptions d'esthétique musicale, mais disons que le grand clivage dans notre affaire, ça va être entre musique pure et musique à programme. Donc, alors, il y a une histoire derrière cette œuvre, comme derrière de tant d'autres. Et l'histoire, c'est que Alban Berg a commencé à composer, ou plutôt a commencé à concevoir cette œuvre suite à une relation sentimentale qu'il a eue avec une femme qui n'était pas sa femme. Il était marié à Hélène Naoski, devenue Hélène Berg depuis bien longtemps. Et en 1925, il part à Prague. Il vivait à Vienne, naturellement. Et il part à Prague pour un concert. Et il est hébergé chez des amis d'amis plutôt, et la famille Fuchs-Robertin. Et il se passe quelque chose entre le compositeur et Anna Fuchs-Robertin, donc, qui l'héberge pendant 2 ou 3 jours. Et c'est une liaison qui commence, dont on ne connaît que les traces épistolaires de Berg, puisqu'il y a eu, après une publication, des lettres que Berg lui a écrites. On ne connaît pas les lettres éventuelles de Anna à Alban Berg. Mais en tout cas, on en sait assez sur la trame biographique de cette œuvre pour dire c'est une œuvre qui est liée à un épisode sentimental, affectif clé dans l'histoire de Berg. Alors, ça n'a pas eu des conséquences immédiates sur leur vie respective, puisque chacun des deux, Anna et Alban, a continué avec ses vies, avec leur vie familiale respective. Mais Berg lui a écrit au fil des années en disant « Tu es mon amour, mon seul et unique amour vrai ». Et donc la question du vrai et du faux, toute cette affaire de vérité et fausseté des sentiments, était un peu au cœur de la dramaturgie particulière de leur relation intime. Hélène Berg, donc Alban Berg est mort jeune, il est mort en 1935 à l'âge de 50 ans. Hélène Berg, sa veuve, lui a survécu pendant 41 ans encore, jusqu'en 1976. Et pendant ces 40 années, elle a été la veuve, l'héritière, la personne qui a géré ses œuvres, et c'est la personne que les musicologues, les musiciens allaient naturellement voir quand il s'agissait de la musique et de l'œuvre de Berg, y compris les biographes qui ont écrit plusieurs, il y en a eu plusieurs, du vivant de Hélène Berg, qui ne disaient rien naturellement de cette histoire d'adultère avec Anna Fuchs, et qui était une sorte de biographie autorisée par Hélène sur un récit où il y avait un récit idyllique de leur couple, de leur ménage. Et l'histoire, c'est qu'en 1977, donc juste après la mort de Hélène Berg, un musicologue et compositeur américain appelé George Pearl va voir la fille de Anna Fuchs, qui entre-temps était morte en 1964. Et la fille de Anna montre à George Pearl un exemplaire de la partition, identique à celui qu'on voit à l'écran, la partition de poche de Universal Edition.
elle lui montre un exemplaire annoté de la main du compositeur, de Berg, avec une dédicace à sa mère, Anna, qui disait, je paraphrase, hein, je n'ai pas la citation sous les yeux, mais qui disait, cette œuvre t'est dédiée, mon amour, elle est pleine d'allusions à notre histoire. Et c'est là, donc, le secret de l'affaire de la suite lyrique, c'est la dédicace secrète, non seulement au sens où Berg a écrit quelques lignes sur cet exemplaire particulier, mais au sens où il y a, tout au long des 6 mouvements, tout un système très sophistiqué d'allusions codées à leur relation, à la figure de Anna, au sentiment de Berg, et ainsi de suite. Et donc, à partir de la publication des recherches de Perle, la suite lyrique a brusquement basculé en l'espace de d'un coup, d'être un exemple de musique pure, d'un quatuor abstrait, si on peut dire, à être une musique à programme racontant l'histoire d'un amour interdit et ignoré, d'un amour secret. D'où, bien sûr, le titre de mon petit livre, Histoire d'un secret. C'est l'histoire de ce secret-là et des conditions de dévoilement de ce secret et de comment le dévoilement du secret a changé ce qu'on disait, ce qu'on pouvait dire de cette œuvre, le sens qu'on devait lui attribuer, parce que d'une œuvre a priori disons, qui n'avait de sens que dans l'univers des formes, on est passé à une œuvre qui était définie par la trace autobiographique de la passion de Alban Berg pour Anna Fuchs et de cet ensemble de signes qui, tout à coup, mettaient du sens là où, auparavant, il n'y en avait pas. Et je vais vous donner 2 exemples pour ne pas être trop long mais il y en a dans les 6 mouvements, vraiment. La partition annotée, Berg avait fait une sorte de nouvelle partition où à la partition imprimée s'ajoutent des signes divers en plusieurs couleurs d'ailleurs, des explications. Et donc, on peut dire que la suite lyrique collective, disons publique, celle de la partition, est ou n'est pas la même que la suite lyrique en possession d'Anna Fuchs, puis de sa fille, puisque les régimes de signification sont différents. Alors, je vous disais, je vais vous donner quelques indications de ce que ça pouvait être. J'espère que vous arrivez à voir cette page comme ça. Alors, je vais être un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu technique, rien que pour vous expliquer vous donner un exemple de comment ce régime de signification fonctionne. Donc, je vous disais, c'est une œuvre qui est partiellement dodécaphonique. En quelques mots, le système dodécaphonique inventé par Schoenberg consiste en ceci que l'organisation des auteurs suit le principe d'une série de 12 sons. Vous savez que dans une octave de Do à Do, il y a 12 sons de la gamme chromatique, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, et ainsi de suite, jusqu'à Si, puis redoublement du Do. Donc, une série, c'est un ordre singulier, un ordre spécifique de ces 12 sons qui sont le matériau de base que le compositeur va utiliser sous des formes diverses. Par exemple, il y a des règles de permutation, de renversement, de complémentarité entre les 2 moitiés de la série, et ainsi de suite. Donc, c'est assez complexe. Et en tout cas, ça suppose que pour chaque œuvre de décaphonique, on identifie une série. Si vous prenez la ligne du premier violon, donc le premier système de la partition, vous allez voir les notes que joue le violon, c'est Fa, Mi, Do, La, Sol, Ré, et puis mesure 3, La bémol, Ré bémol,
mi bémol, sol bémol, si bémol. Et puis, au système suivant, mesure 4, nous avons un si bécard dans les graves, et puis enfin un do. Alors, si vous comptez toutes les notes que je viens d'énumérer, ça fait 13 notes. Et si vous commencez par le fa initial et vous mettez des numéros, vous allez mettre le chiffre 1 pour le fa, le chiffre 2 pour le mi, le 3 pour le do, et ainsi de suite. Le chiffre numéro 12 sera la note si bécard du deuxième système. Et ensuite, vous avez un do. Or, le do était déjà présent, c'était la troisième note du début, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la série, dans sa présentation en forme originale, elle commence avec le fa et elle s'achève sur le si bécard. Et il y a 12 notes. Et après, le do suivant correspond à un autre ordre de la série. Alors, jusque-là, je ne fais que décrire tout simplement les notes et pas du tout faire allusion au programme secret. Sauf que, comme vous savez peut-être, en allemand, les notes ne s'appellent pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, elles s'appellent avec des lettres. Et donc, le fa s'appelle F, le mi s'appelle E, le do s'appelle C, c'est comme en anglais bien sûr, à quelques détails de grammaire près. Et avec ça, on a un vocabulaire. C'est un peu comme l'histoire bien connue de Bach, Jean-Sébastien Bach, utilisant les notes si bémol, la, do, si bécard pour inscrire son propre nom, B-A-C-H, puisque le si bécard correspond à la lettre H. En quoi ça concerne le programme secret? Eh bien, tout simplement parce que le F de Fuchs est la première lettre ou la première note de la série, et le H de Anna est la dernière. Donc ça, c'est un exemple, un seul exemple de comment le nom d'Anna Fuchs, les initiales d'Anna Fuchs, sont inscrites par le compositeur dans ce fameux programme secret. Et il y a toute une série d'apparitions des notes F, H d'une part, comme Anna Fuchs ou HF, et des notes A, B comme Alban Berg. Donc ça, c'est un système d'allusion secrète que Bach avait utilisé, que Schumann avait utilisé et que Berg a utilisé, et d'autres compositeurs encore. C'est devenu assez courant dans certains courants de musique contemporaine d'avoir recours à ce jeu de code. Donc voilà, il y a tout un registre avec des anagrammes et avec des lettres. Il y en a aussi avec des chiffres, par exemple. Je ne sais pas si je vais retrouver exactement le point, mais ce premier mouvement s'achève, ah bah oui, voilà, s'achève, comme vous voyez ici, à la mesure 69. Il se trouve que le numéro fétiche de Berg était le numéro 23, puisque il souffrait d'asthme, et un jour, il avait daté la première crise d'asthme d'un 23, je me souviens plus de quel mois, je crois que c'était un 23 décembre, je suis pas sûr, en tout cas c'était le 23, et puis après il a fait de ce 23 une sorte de fétiche privé, et le numéro 69, qui représente donc 3 fois 23, est un signe de Berg lui-même dans sa condition de souffrant. Voilà, et ça, c'est deux exemples. J'en ai donné un avec les lettres et un autre avec les chiffres. Bon, il y en a vraiment beaucoup de ce genre-là. Maintenant, il n'y a pas que ça, et ça sera le deuxième exemple, et on pourra avancer dans la suite. Il y a aussi des textes qui sont écrits sur toujours le programme secret, ce manuscrit, cet exemplaire annoté à la main de la partition éditée. C'est pas le manuscrit de Berg, mais une partition éditée, annotée. Donc, il y en a un deuxième qui correspond au cinquième mouvement, qui est le Presto delirando. Donc, Presto delirando. Alors, vous me direz, par rapport à l'idée de la musique pure, c'est quand même déjà assez bavard quand on a
des noms de mouvements qui s'appellent Presto Delirando, par exemple, on se dit qu'il y a quand même du sens là-dedans. Et donc ça, c'est une observation qui est tout à fait juste. J'exagère un tout petit peu l'idée que avant le programme secret, il n'y a que des formes et après, il n'y a que du sens, mais ça va quand même dans ce sens-là. Donc, je vous propose d'entendre au moins le début du 5e mouvement, le Presto Delirando. Là, c'est la fin du mouvement précédent. Je le lance quand même ici. Alors, Presto Delirando, vous voyez, c'est un mouvement avec une grande énergie. Bon, le délire, c'est quand même indiqué dès le nom. Mais Berg a écrit dans ces fameuses partitions annotées, tout un texte entre les portées, qui est un texte que je vais vous lire, qui dit ceci. Seulement on peut comprendre ce presto delirando qui pressent les horreurs et les souffrances qui maintenant s'ensuivent, la souffrance des jours au pouls éperdu, l'horrible tenebroso des nuits, sombrant dans ce qu'on ne saurait appeler sommeil, et à nouveau le jour avec son pouls follement effréné, comme si le cœur voulait s'apaiser, di nuovo tenebroso, alors que le souffle alourdi ne peut qu'à grand-peine braver l'horrible veille, comme si le temps d'un clin d'œil on sentait descendre le sommeil d'une douce consolation qui le pardonnerait tout, mais déjà le cœur fait à nouveau sentir son crescendo et à nouveau le jour et ainsi de suite sans répit ce délire sans fin. Voilà ce que Berg a écrit dans la musique de ce Presto Delirando. Donc voilà, on comprend que en découvrant tout ça, l'existence sociale même de cette œuvre en a été bouleversée. On peut discuter pour savoir si le texte de Berg tel que je viens de vous le lire, qui est traduit bien sûr de l'allemand, est en lui-même kitsch. On peut sentir qu'il y a de ces résonances qu'on a peut-être envie d'appeler kitsch à cause de cet excès apparent de sentiments. En même temps, est-ce que c'est excessif et excessif par rapport à quels critères et quelle est la bonne mesure des sentiments quand on est en train de vivre une passion amoureuse sans espoir? C'est comme ça qu'en tout cas que Berg la représente. Vous voyez que la question du kitsch, elle se pose comme question et pas comme une certitude. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, donc je disais, George Pearl découvre toutes ces annotations, cet exemplaire, et il publie ça. Et il publie ça d'abord dans la newsletter d'une société Berg qu'il avait fondée, lui avec quelques-uns de ses amis. Et après, ça sort dans le Musical Times et aussi dans le New York Times, 27 mars 1977. Voilà, donc du coup, vous découvrez à gauche Anna Fuchs et à droite Alban Berg avec sa femme Hélène Berg. Et donc c'est intitulé How Alban Berg Committed the Perfect Crime, donc qui d'emblée raconte cette histoire
Voilà, sur le registre d'un roman policier, d'une histoire de mystère, d'une histoire de secret. Alors, on ne va pas entrer dans la discussion de comment l'histoire est racontée dans cet article particulier, mais on comprend que ça a produit un certain enthousiasme, un engouement, comme on dirait, et du coup, l'affaire de la suite lyrique est devenue voilà, une affaire d'adultère, d'excès sentimental, de mystère révélé 40 ans après la mort du compositeur, une histoire romantique, quoi. Mais est-ce que on peut faire un pas de plus et dire que de ce fait, ce registre-là a rendu, au moins en partie, la suite lyrique kitsch. En tout cas, c'était un peu mon impression. Et je peux en donner une illustration, pas seulement cet article du New York Times, mais si on compare les descriptions qui sont données de l'œuvre avant 1977 et ce qu'on commence à en dire après, y compris dans les cas où on ne raconte pas l'histoire de Alban et Anna, donc je pense qu'il y a un changement de ton très remarquable. Par exemple, voici un article parmi tant d'autres qui dit c'est un commentaire d'un enregistrement, d'un disque. Tout ici serait à noter de cette fougue torrentielle qui balaie toute objection à cette sensualité, au tempérament de feu qui emporte notre adhésion. Voilà un bergue prismatique à la tendresse, à la jeunesse intense. Point de larmoiement, point de sécheresse intellectuelle, point d'épanchement mièvre, rien que la vie. Mais qu'importe, le résultat est là, le souffle bienfaisant d'un lyrisme condensé, incisif et poétique. Ça, bon, j'ai fait exprès de théâtraliser un peu le ton, mais c'est bien ce que le critique écrit. Et voilà, on est bien loin du discours sévère, austère même, autour des questions du dodécaphonisme, la construction d'une avant-garde. Là, on est vraiment dans un feuilleton romantique et avec une envie, on sent les gens qui commentent cette œuvre avoir cette envie de rapprocher la musique dite austère de Berg, car dodécaphonique ou atonale, d'une expérience tout à fait, je ne dis pas courante, mais enfin la passion amoureuse telle que la culture bourgeoise l'avait entretenue et reproduite et travaillée, si on peut dire, dans une infinité d'œuvres d'art, de tous les registres d'ailleurs de légitimité, que ce soit de longs romans ou des romans de gare, ou même des histoires plus ou moins à l'eau de rose. Donc, c'est cette histoire-là que j'ai cherché à comprendre donc, il y a quelques années. Et c'est là que j'étais arrivé à cette conclusion que je vous relis, puisque c'est un peu le point d'arrivée. La découverte du programme secret a donné lieu à l'application de discours anciens à un objet nouveau. Cette œuvre musicale qu'elle a contribué à figer dans des catégories incapables de rendre compte de sa spécificité. De cette manière, la suite lyrique a pu être interprétée par la doxa musicale. Ce n'est donc pas la suite lyrique qui devient kitsch, mais ce que l'on peut en dire, c'est comment on peut la faire parler qui devient kitsch. Voilà, excusez-moi, je reviens à ce que j'avais écrit en 1994, mais je voulais en arriver là pour, dans ce qui me reste de temps. Pascal, j'imagine qu'on peut prolonger un peu l'exposé, mais c'est que je voulais prendre encore un moment pour expliquer, je vous ai un peu raconté avec mes mots d'aujourd'hui, mais quand même, je vous ai raconté quelle avait été ma démarche il y a pas mal d'années, et donc je voulais maintenant partager avec vous quelques idées, quelques réflexions que je me fais aujourd'hui en reprenant ce dossier et en relisant certains textes du corpus théorique autour de la notion de kitsch. Donc, quand j'ai écrit ça, pour moi, j'étais, comme tout le monde, d'une certaine manière, assez convaincu qu'on pouvait désigner tel ou tel discours, faute de désigner des œuvres d'art, mais qu'on pouvait désigner certains discours comme relevant du kitsch, c'est-à-dire un discours qui reconnaît quelque chose sans le désigner comme kitsch, mais qui serait kitsch lui-même par sa manière d'activer certains lieux communs. La doxa, comme je disais à l'époque, c'est des lieux communs sur ce que la musique veut dire, sur comment elle nous touche, sur comment ce que l'intention du compositeur nous est transmise par le biais des interprètes,
voilà, le sens commun des mélomanes, si vous voulez, et pas seulement des mélomanes de musique classique. Il y a beaucoup de ces idées qui sont une sorte de vocabulaire commun pour parler de la musique en général, et puis à certains égards pour parler de l'art en général. Et comme vous savez, ce corpus de textes théoriques est très unanime sur le fait que le kitsch n'est jamais du côté du beau ou du bien, c'est d'abord qu'il est suspect moralement. Et donc, je vous ai rappelé cette définition de Broch. Le mal dans le système des arts, dans le texte de Broch, il est question même d'une comparaison entre le système du Christ et celui de l'Antichrist. Enfin, vraiment, ça va très loin dans la stigmatisation de ce que l'on reconnaît comme kitsch. Et il en va de même chez Greenberg, chez Clement Greenberg et chez d'autres auteurs, Elias. Et donc, de ce point de vue, l'affaire paraît entendue. Le problème, ce n'est pas la charge morale que peut avoir la désignation de quelque chose comme kitsch. Le problème, c'est qu'est-ce que l'on peut désigner comme kitsch. Et à l'époque, j'avais fait le choix de m'intéresser à un objet qui n'était pas a priori kitsch du tout. Alors après, on peut entrer dans les détails de comment la musique de Berg a été perçue, mais c'était, comme je l'ai rappelé, le point de départ. Or, aujourd'hui, je ne suis plus là. Alors, c'est toujours pour moi une question ouverte. Qu'est-ce que le kitsch? Et je suis très heureux que Pascal et avec les autres collègues qui sont intervenus au séminaire rouvrent ce dossier, parce qu'il y a, je pense que c'est une question qui continue à se poser, comme à l'époque où le concept a émergé, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Je suis toujours sur ce sentiment qu'il y a un chiffre, qu'il y a quelque chose qu'il faut essayer de cerner. Je suis moins sûr que ça soit un concept que moi j'ai envie d'utiliser dans une démarche descriptive en disant voilà bien un objet kitsch et voilà bien la raison pour laquelle je fais entendre une forme de dévalorisation morale autant qu'esthétique sur cet objet. Et donc mon guide pour ça va être Adorno, comme il m'arrive souvent de faire. Mais c'est un Adorno qui est peut-être pas le même qu'on a l'habitude d'entendre. Adorno a souvent, enfin, il a quelquefois écrit sur le kitsch. Il y a une idée adornienne du kitsch. Cela dit, ce texte-là que je cite n'est pas très connu. En fait, c'est un texte il est daté de manière approximative. L'édition des Gesamtschriften, c'est ici qu'on le trouve dans le volume 18, pardon, des écrits complets. C'est un texte qui n'a jamais été publié du vivant d'Adorno. On l'a découvert dans ses papiers, daté autour de 1932. Bon, c'est un texte qui a 3 pages. Je vous lis juste la fin. Il n'y a pas de critère général pour le kitsch, car le concept est en soi un cadre dont le contenu change au cours de l'histoire et qui ne tire sa légitimité que de la polémique. Cela fait longtemps qu'il a été adopté par le juste milieu en français dans le texte, et qu'il est devenu un moyen idéologique au service de la défense de la culture musicale moyenne, dépourvue de toute force propre. Ainsi, le discours sur le kitsch a commencé à devenir kitsch lui-même, ou à se kitschiser, si on veut traduire kitschik. Donc, ainsi, le discours sur le kitsch a commencé à devenir kitsch lui-même, en ceci que sa dialectique historique succombe au concept dont il est issu. Et un peu plus loin, ainsi apprend-on peu à peu à l'éviter. Après ça, il est clair ce que ça signifie. Donc, je trouve tout à fait frappant ce texte d'Adorno, à la fois par ce qu'il dit et par le fait qu'il est resté un peu dans les marges. Enfin, c'est vraiment en regardant ces textes, voilà, ce recueil très hétéroclite des écrits sur la musique que l'on voit, à quel point en 1932, pour Adorno, le kitsch était plutôt une question qu'une réponse. Et c'était une question dans la mesure où il voyait le terme de kitsch et l'attribution de quelque chose,
de la qualification de kitsch comme une arme dans des polémiques, dans des arènes polémiques autour de la culture légitime, autour de la haute culture, de la bonne culture, et autour du processus, comme dirait l'autre, de distinction tel qu'il se joue à cette époque de l'entre-deux-guerres et même avant. Et ça, je pense que c'est un renvoi à une réalité que j'avais essayé d'explorer à propos d'un autre épisode, mais à partir d'Adorno lui aussi, c'est le devenir kitsch de la figure de Schubert. Et notamment d'une opérette qui s'appelait Drei-Mädler-Haus. Bon, c'est une opérette qui était à la mode à Vienne dans l'entre-deux-guerres et qui racontait une histoire idéalisée de Schubert comme un joyeux luron qui chantait beaucoup avec ses amis. Et c'est une œuvre qui avait été systématiquement attaquée, voire descendue, dégommée, comme vous voudrez, par tout un spectre de critiques musicaux qui allaient de gens plutôt progressistes, proches de l'avant-garde, comme Adorno, jusqu'à la critique la plus conservatrice, la plus réactionnaire, qui déplorait cet abaissement du grand compositeur pour la culture populaire, qui méprisait souverainement toutes les formes de la musique légère, de la musique entertainment, comme on dirait aujourd'hui, et donc qui était la position classique au sens méchant du terme, c'est-à-dire un discours classant et extrêmement hautain, qui utilisait cette idée du kitsch pour mettre hors champ tout ce qui pouvait ressembler à des formes de culture populaire. Et Adorno, déjà à cette époque, essaye de trouver une manière de, disons, critiquer cette culture de masse ou cette culture populaire. On est en plus dans la transition entre les formes dites de culture populaire et la mise en route de l'industrie culturelle. Donc, de se démarquer de comment tenir un discours, si vous voulez, de gauche par rapport à cette standardisation de la production artistique que des gens comme Greenberg, par exemple, et Adorno vont voir comme un résultat du capitalisme, bien sûr. Ils sont dans une optique marxiste et dans une optique de critique morale des produits du capitalisme, la théorie de l'aliénation qui est pas loin, de la réification, et ainsi de suite. Et donc, dans le texte Kitsch, c'est le titre d'Adorno de 32, je vois un peu les prémices de ce que j'appelais cette approche écologique, c'est-à-dire de penser le kitsch non pas comme une propriété de certains objets, mais comme une caractéristique de certains discours, à commencer par ceux qui l'utilisent pour désigner comme kitsch des choses qu'ils n'aiment pas, pour délégitimer des objets, quels qu'ils soient, culturels. Donc, cette remarque d'Adorno, elle est très éclairante pour moi. Et d'ailleurs, on en trouve des échos, si je prends encore le temps d'une petite citation, dans Théorie esthétique. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans le corpus adornien plus connu. Quand il est question de kitsch, je vous lis un passage rapidement. Le kitsch n'est pas, comme le voulait la foi ou la culture, un simple déchet de l'art obtenu par une accommodation déloyale, mais il guette les occasions qui réapparaissent constamment d'émerger de l'art. Tandis que le kitsch échappe comme un lutin à toute définition, même historique, la fiction et en même temps la neutralisation de sentiments inexistants constitue l'une de ses caractéristiques les plus tenaces. Le kitsch parodie la catharsis. Mais l'art d'ambition part de la même fiction et celle-ci fut pour lui essentielle, la reproduction fidèle de sentiments réellement existants, la restitution d'une matière première psychique lui sont étrangères. Il est vain de vouloir abstraitement tracer des frontières entre la fiction esthétique et le bric-à-brac sentimental du kitsch. Il se mêle à tout art comme un poison. S'en séparer constitue aujourd'hui pour l'art l'un de ses efforts les plus désespérés. Donc, fin de citation, je voulais souligner. Alors là, pour le coup, on est dans une définition substantielle du kitsch. On doit pouvoir en faire un outil descriptif. Mais même à cette époque tardive, le kitsch reste pour Adorno
un problème. Le kitsch n'est pas, comme le voudrait la foi en la culture, un simple déchet. Le kitsch échappe comme un lutin à toute définition, et ainsi de suite. Donc on est dans l'idée d'une parodie de quelque chose, comme il dit, le kitsch parodie la catharsis, mais qu'est-ce que l'objet et qu'est-ce que la parodie reste comme un problème ouvert. L'art le porte en soi non pas comme son autre, mais comme une partie de soi-même. Donc la possibilité de se servir d'une notion de kitsch pour distinguer l'art et le non-art, même dans cette étape de la pensée d'Adorno, reste très très problématique, et j'insiste encore une fois sur l'intérêt de ce texte de 32 où il s'appelait lui-même en quelque sorte à suspendre son utilisation comme catégorie descriptive. En tout cas, là, on retrouve cette idée pragmatiste ou écologique. Bon, on peut revenir sur l'articulation pragmatique ou écologique, mais le concept de kitsch, dans les deux cas, fait sens par ses usages discursifs, qui, en l'occurrence, sont tous de délégitimation de quelque chose. On ne peut pas aimer le kitsch. Alors, on peut l'aimer comme second degré, mais alors, quand on dit l'aimer comme au second degré, on est en train de mettre des guillemets, justement, les guillemets du second degré, où ce qu'on apprécie, ce n'est pas le kitsch, mais le kitsch entre guillemets, et les gens qui sont sensibles à ces choses-là diront que toute la différence se joue entre ces guillemets, sauf que les guillemets en question, déjà quand on les lit, ce n'est pas sûr que l'on sache exactement ce que les square quotes viennent dire, puisque ce n'est pas une citation. Et puis, quand il s'agit de musique, alors bien malin qui peut entendre les guillemets ou pas. Et alors, pour aller un peu dans le sens de cette déstabilisation du concept de kitsch, je voudrais partager une dernière citation que j'ai trouvée. Alors, il y a une réflexion très importante, je trouve, du côté des gender studies et des gay studies autour de la question du kitsch. En partie parce qu'il y a cette association avec le camp. Vous connaissez le texte de Susan Sontag sur le camp et la question du camp versus le kitsch. Et en partie parce que la question des sentiments exagérés, des sentiments non authentiques, est un thème que les gay studies ont déconstruit comme étant un vecteur de stigmatisation des homosexuels, et ça de manière historique. Donc, dans Epistemology of the Closet, qui est le livre classique d'ailleurs de Eve Kosowski-Sedgwick, on lit notamment ceci, j'ai copié dans les notes partagées. Kitsch is a classification that resembles the aggressive power of the epithet sentimental by, on the one hand, claiming to exempt the speaker of the epithet from the contagion of the kitsch object, and on the other, positing the existence of a true kitsch consumer, or in Hermann Broch's influential phrase, kitschman. Kitschman is never the person who uses the word kitsch. Kitschman's ability to be manipulated by the kitsch object and the kitsch creator is imagined to be seamless and completely uncritical. In the highly contestative world of kitsch and kitsch recognition, there is no mediating level of consciousness, so it is necessarily true that the structure of contagion, whereby it takes one to know one, and whereby any object about which the question, is it kitsch, can be asked immediately, becomes kitsch, remains, under the system of kitsch attribution, a major scandal, one that can induce self-exemption or cynicism, but nothing much more interesting than that. Donc la conclusion, vous la devinez, c'est que le mot kitsch est à mettre de côté, un peu comme la conclusion d'Adorno en 1932, dans la mesure où c'est quelque chose par lequel un énonciateur manifeste son altérité par rapport à un objet méprisable et dont le contenu de sentiment, le contenu sentimental est censé être étranger, car excessif, à sa propre économie conçue comme normative, des bons rapports entre les émotions et les sentiments et leur expression, notamment dans les œuvres d'art. Donc, à partir de cette manière d'aborder la question,
Voilà, je n'en tire pas une conclusion tranchante. D'abord, parce que justement, tout mon propos est de dire c'est une question. Ensuite, parce que je me retrouve moi-même parfois dans le même esprit polémique, à dire ça c'est kitsch. Donc, je ne me refuse pas l'utilisation de ce mot. Comme n'importe qui a envie à un moment de porter ce jugement-là sur un objet plutôt qu'un autre. Mais je pense que si on raisonne en termes d'une stratégie d'histoire de la musique, d'histoire de la culture, des arts, je pense qu'il y a un problème dans la catégorie elle-même qui est relié à des tas de questions contextuelles qu'on pourrait après séparer. Il y a une question pourquoi Greenberg produit cet article sur le kitsch en 1939 qui est à la fois une déclaration de critique à l'égard du capitalisme, mais aussi du stalinisme. Donc pour chaque production autour du kitsch, il y a un travail de contextualisation qu'on peut faire avec l'idée que le kitsch lui-même n'a pas d'essence, c'est un signifiant flottant et que les possibilités d'en faire une catégorie descriptive stable sont peut-être pas inexistantes, mais en tout cas compliquées. Alors je dis pas inexistantes parce que je pense qu'il y a l'aspect le plus objectivable de la production du kitsch. Je pense qu'il réside dans les processus de standardisation. Enfin là, je retrouve un thème adornien, à nouveau, la question de la standardisation dans l'industrie culturelle. Je pense qu'on peut suivre, disons, la socio-histoire de la production d'une certaine catégorie d'objets standardisés que l'on peut faire remonter à des productions non standardisées, comme en termes de production du romantisme qui deviennent des clichés qui sont reproduits à échelle industrielle. Bon, là, c'est le côté où je pense que ça fait le plus sens, ça peut avoir un intérêt heuristique. Mais j'avoue que cette idée que, en disant que quelque chose est kitsch, on se proclame soi-même protégé du kitsch, cette dimension, ce fonctionnement pragmatique-là, me paraît un problème pour développer un vocabulaire descriptif. Et donc, c'est pour ça que je ne retire pas ce que j'ai écrit dans ce petit livre. Je pense que certaines productions, comme celles que j'ai citées, peuvent être décrites comme kitsch, dans la mesure où elles correspondent à cette doxisation, à cette standardisation et à cette industrialisation de certains contenus, de certaines idées qui remontent au romantisme. Mais je préfère ne pas, disons, je préfère essayer d'éviter d'en faire une catégorie descriptive, tellement cette stigmatisation éthique est chargée, et tellement son contenu empirique est indéfini, parce que le domaine, disons, le domaine d'application de la catégorie du kitsch est potentiellement illimité une fois qu'on a ouvert les vannes à l'idée que le romantisme est la racine du kitsch et que tout ce qui a été produit dans le champ culturel après en relèverait. D'ailleurs, je me suis amusé parce que j'avais cité dans ce livre la traduction française de Hermann Broch, qui disait, donc entre autres choses, le romantisme, le kitsch est le fils du romantisme et parfois le fils ressemble tellement à son père qu'on ne peut plus le distinguer. J'ai été très amusé parce que là, je n'avais pas la traduction française, je suis revenu sur l'original allemand. Et en fait, Broch, il n'écrit pas le kitsch, le romantisme est le père du kitsch. Il écrit le romantisme est la mère du kitsch, ce qui n'est pas exactement la même chose pour qui s'intéresse à la question du genre. Donc, autrement dit, le traducteur français a patriarcalisé le discours de Broch, alors qu'en fait, il s'agissait de la mère. Donc voilà, je crois qu'avec ça, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais imaginé avant d'ouvrir la discussion avec vous. Merci beaucoup.